OK. Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes en pleine forme aujourd'hui. Mon nom est Charles, chargé de projet en communication à l'IDD-PNQL. Je suis présentement avec Francine Fallara, géologue, 30 ans d'expérience. On est à notre troisième de 12 capsules webinaires sur la géologie et le secteur minier. Aujourd'hui, on aborde la déformation des roches. Donc, s'il y a des gens qui sont nouveaux au programme aujourd'hui, bienvenue. On est vraiment content de vous avoir. Petite nouvelle en rafale avant d'enchaîner avec la présentation. Tout d'abord, la première présentation est maintenant disponible sur notre chaîne YouTube. C'est Introduction à la géologie. Donc, IDD-PNQL sur YouTube, très facile à trouver. Donc, vous pouvez récupérer ça ensuite. Si vous avez des questions durant la présentation aujourd'hui, simplement les écrire dans le chat. Nous, on les comptabilise sur le côté. Ils vont tout être adressés à la fin. Et également, si vous restez jusqu'à la fin, on fait un question-réponse avec Francine directement par Zoom. Donc, vous pouvez ouvrir le micro et parler directement avec elle. Notre prochaine présentation, ça va être un petit peu plus tard en mars. Le 19, dans la semaine du 19 mars, la mi-mars. Excellent. Ça va être le numéro 4. Aujourd'hui, on complète notre premier bloc et le bloc suivant va porter Cartographie, levée cartographique. Excellent. Donc, c'est là qu'on en est en ce moment. Je pense que ça fait le tour pour moi. Je vais laisser la parole à Francine. Un gros merci encore une fois d'être présent. Bonne présentation. Merci. Aujourd'hui, déformation des roches, c'est quand même une leçon assez complète. Je vais essayer de vous faire voir toutes ces déformations de roches-là. On la séparer en deux, déformations physiques, déformations chimiques. Donc, déformation physique, on va passer au travers la première heure, les types de déformations, les types de structures. Deuxième heure, les déformations chimiques, donc altérations géochimiques et les types d'altérations. Les types d'altérations géochimiques, on va les reprendre aussi plus au complet dans la leçon levée géochimique. Bon, quand on va commencer, les déformations physiques. Quelles sont les causes de déformation en gros? Ce qui peut déformer une roche, c'est une action ou un processus qui va changer ou distorsionner une roche. Donc, c'est une application d'une pression sur la roche. Donc, il faut comprendre que c'est une déformation physique. Déformation physique, donc ça fait référence à des changements dans la lithosphère de la Terre qui est lié à des activités tectoniques qui va causer en gros soit des plis ou des failles. La lithosphère, comme on avait vu dans la première leçon, c'est juste un petit rappel, c'est utilisé pour décrire les couches extérieures rigides de la Terre qui comprennent des déformations fragiles, croûtes rocheuses et parties supérieures du manteau. Donc ici, on a une coupe à travers ce qu'on appelle une convection thermique dans le manteau. Donc, on voit les forces qui tournent autour avec le centre du manteau. Donc, ces forces motrices qu'on appelle mouvements dans la lithosphère terrestre. Donc, tous les types de mouvements qu'on peut avoir dans ces convections thermiques. Donc, ce sont des forces gravitationnelles. Si on fait un zoom-in dans ce manteau-là, donc on a le manteau, le cœur intérieur, le cœur extérieur, le manteau, les forces qui tournent, qui forment les convections thermiques et la lithosphère extérieure. Donc la chaleur qui vient de la partie la plus profonde de la Terre circule et cause ces convections thermiques-là. Ces matériaux sont chauds et se dilatent en remontant et il y a un contraste avec les matériaux plus froids et plus denses qui se déposent. En gros, ces deux contrastes-là vont causer les déformations physiques. Donc, les matériaux qui circulent dans le manteau déplacent les roches de la lithosphère qui est plus froide et fragile près de la terre de la surface. Donc, plus froid, plus fragile, va causer des bris dans la roche. Ces mouvements-là vont exercer des forces, des grandes forces pour déchiqueter ces grandes forces-là. C'est ce qui déchiquette les continents, les déplace. Et c'est des mouvements qu'il faut comprendre lents sur une base annuelle.
Si on revient, si on reprend ces mouvements-là, ces causes-là, mouvements dans le manteau, donc responsable d'étirements profonds, crustal. Donc, il faut comprendre que c'est une compression. L'état des fluides, des roches dans la sténosphère se déplace lentement. Va causer des matériaux qu'on appelle cassants. Cassants, ça veut dire qu'ils vont se briser sous une grande pression. Donc, la contrainte des roches se déforme sous la pression jusqu'à qu'elles puissent se rompre. C'est qui est représenté souvent ce qu'on appelle les tremblements de terre. Donc, les pressions sont sous forme d'ondes de choc à travers la terre. Ici, on peut voir aussi les déformations de type isostasie. Isostasie, ici, on a une représentation simple en bloc, donc sous l'eau, les blocs sous l'eau et en surface. Une représentation qu'on peut avoir d'une croûte continentale versus le manteau et une croûte océanique. Donc, l'équilibre isostatique et l'état d'équilibre entre la croûte continentale ou océanique. Donc, la partie qui est sous l'eau, on atteint des forces verticales sur eux et ça reste inchangé. L'isostasie peut déformer les roches. Donc, la croûte continentale, qui est plus épaisse, c'est composée de roches granitiques et moins denses, vont flotter plus haut que la croûte océanique basaltique, qui est plus mince et plus dense. Ça, c'est peut-être pas représenté en surface, mais c'est ce qui se passe en profondeur. Le rebond d'isostasie, donc, quand il y a une partie de la lithosphère qui est lentement recouverte de glace, comme on avait vu dans la leçon 1, la croûte va s'abaisser lentement vers une nouvelle position pour aller chercher l'équilibre. Durant les récentes périodes glaciaires, les grands glaciers, les continents se sont formés sur la Terre, ont entraîné la chute de la croûte sous le poids des calottes glaciaires massives et très épaisses et vont causer ce qu'on appelle le rebond de l'isostasie. Donc, la surface terrestre va rebondir vers le haut lorsque la glace a fondu. Donc, il faut comprendre que ces mouvements vers le haut et vers le bas vont aussi causer des bris et des déformations physiques dans les roches. On a ici un exemple de ce phénomène-là avec le rebondissement, la remontée et la descente de la croûte. Le deuxième, c'est l'ajustement d'isostasie. Donc, comme on vient juste de voir, tout ce qui est, c'est des ajustements qui sont en continu. La croûte va toujours se remettre à l'équilibre. Donc, elle va, selon ce qui est déposé ou enlevé par-dessus, elle va toujours se remettre à l'équilibre, donc soit descendre, soit remonter, et ce qui va causer aussi des bris dans la roche. Donc, la lithosphère va toujours réagir lentement et s'adapter à des nouvelles positions. Donc, ce qui va aussi causer, ce qu'on peut voir aussi dans les types de montagnes, ici on voit le type de montagne Himalaya, les Appalaches et le bouclier canadien. Donc, les forces de remontée, de descente, comment elles ont affecté la formation de ces montagnes, de ces chaînes de montagnes. Finalement, l'activité ignée va aussi être une cause de déformation physique. Comme on avait vu dans la leçon 1, la chaleur qui remonte du manteau peut affecter l'expansion des roches. Donc, si le matériel est chaud, le matériel va se dilater et va remonter. Les matériaux fondus de la croûte inférieure et du manteau soumis à une forte pression et ainsi peut se frayer un chemin à travers les fractures et les zones de faiblesse. La migration du magma va déplacer ou déformer les roches tout en forçant son chemin vers la surface pour créer des volcans. Donc, tous les phénomènes qu'on a vus dans les leçons 1 et 2, on les reprend ici pour expliquer... il y a des nouveaux participants. OK. Tous les phénomènes qu'on a vus dans les leçons 1 et 2, on les reprend ici pour expliquer les déformations des roches physiques. Donc, le remplissage de champs magmatiques en forme de ballon en profondeur, les éruptions volcaniques massives sont associées surtout à la production de failles qui vont produire une intense activité sismique.
Les impacts aussi d'astéroïdes massifs se produisant tout au long de l'histoire de la Terre ont provoqué beaucoup de déformations locales et régionales. Ils ont brisé et ont fait fondre les roches des ondes de choc associées à leur impact. Finalement, aussi pour comprendre la déformation physique, on va passer au début sur les principes géologiques qu'on n'a pas vus jusqu'à maintenant, les principes de roches stratifiées versus des roches non stratifiées. La stratification est souvent utilisée pour définir les types de déformations et leur intensité. Donc, qu'est-ce qu'une roche stratifiée? Les strates sont des roches stratifiées qui se forment généralement lorsqu'une accumulation de matériaux rocheux est déposée dans un environnement. Et au fil du temps, ces couches s'accumulent par-dessus, ce qui s'appelle une strate. En cas d'érosion ou recoupée par des fers, donc ce qu'il faut comprendre, c'est surtout dans des roches sédimentaires, c'est une série de lits ou de couches qui se déposent une par-dessus l'autre. Un lit, c'est l'équivalent d'une strate. Une roche qui est en couche ou qui a des stratifications est appelée et dite stratifiée. Une roche qui n'a pas de strate, qui n'a pas de couche, on l'appelle non stratifiée. Donc, des roches stratifiées sont surtout dans des roches sédimentaires comme des calcaires. On peut les voir souvent le long des autoroutes quand on voit comme des genres de lits qui sont déposés un par-dessus l'autre de façon horizontale quand il n'y a pas eu de déformation. On les retrouve aussi dans des roches volcaniques, l'exemple dans des coulées de lave, surtout dans les dépôts de cendres volcaniques qu'on appelle des tufs. Qui tombent des airs et qui s'accumulent de façon horizontale, donc stratifiée. Il faut comprendre que souvent, initialement, avant la déformation, selon les lois de déposition, ce sont toujours des strates horizontales. Exemple ici de roches stratifiées. On voit ici des roches sédimentaires exposées justement le long d'une falaise. On voit ce qu'on appelle des strates, des lits ou des couches. On les voit très bien ici. Et les différences de couleur ou de granulométrie vont aussi nous donner des références par rapport à le temps de l'année qui ont été déposés, le niveau d'eau et ainsi de suite. Autre exemple de couches stratifiées avec des lits beaucoup de plus grande échelle, donc des strates peuvent être millimétriques à métriques à même plusieurs mètres. Donc ici, c'est des couches stratifiées, mais cette fois un empilement de roches volcaniques, donc c'est des coulées de lave et des lits de cendres. Donc, les deux processus de déposition, celui d'en haut pour les stratifications sédimentaires, donc c'est des dépôts qui se font à partir des croûtes terrestres qui se déposent de façon horizontale, toujours horizontale quand il n'y a pas eu de déformation. Les stratifications volcaniques, elles, vont se situer, vont former les flancs du volcan. Donc, horizontale, mais selon la forme du volcan, des deux flancs de volcan. Et plus tard dans l'histoire des stratifications volcaniques, elles peuvent aussi se changer d'orientation. Donc, c'est les deux façons de stratification. On a aussi des roches qu'il faut prendre en considération, qu'on va voir plus tard aujourd'hui, ce qu'on appelle roches stratifiées. C'est ce qu'on appelle des couches primaires. Donc, c'est une stratification qui se forme quand la roche se déponce et non des stratifications qui vont se former par rapport à la déformation qui est complètement différente. Donc, quand on dit une roche stratifiée, couche primaire, c'est une stratification qui se forme lors du dépôt des roches. Donc, on a ici un exemple aussi dans des plutons de composition gabbroïque, comme on a vu la semaine passée, composition mafique, donc des minéraux foncés, à ultramafique, péridotite. Donc ici, c'est juste une couche primaire qui est formée par l'accumulation de cristaux qui se décantent en s'accumulant dans des couches subhorizontales spécifiques. Donc,
mafiques, les minéraux plus foncés versus les minéraux felsiques plus clairs. Les roches non stratifiées, donc des exemples parfaits seraient des granites qui refroidissent en profondeur et le temps de cristallisation, comme on a vu la semaine passée, permet la formation de cristaux et se forment sans développement de couches. On retrouve aussi des roches non stratifiées dans les roches métamorphiques. Le métamorphisme, c'est la refusion étendue qui ne préserve plus la stratification. Il y a quelques exceptions qu'on va avoir. Exemple de roches non stratifiées. Ici, on voit une photo de roches ignées intrusives, principalement du granit, donc couleur claire, couleur felsique. Donc, on peut voir que ça forme des intrusions, des blocs, sans, on voit aucune évidence de lit. Roches non stratifiées, encore ici, des roches ignées métamorphiques non stratifiées dans la rivière du Colorado. On voit ici à la base d'évidence de roches non stratifiées versus ici au sommet des roches stratifiées. Fait qu'on voit très bien la différence entre les deux. Pour comprendre aussi les déformations des roches, les types de déformations de roches, on va aussi passer au travers les quelques lois pour comprendre aussi les principes géologiques qui ont été définis par un géologue qui s'appelait Nicolas Steno, que lui avait proposé en 1669 3 principes géologiques de base qui ont été élaborés par la suite par 2 autres géologues, Houghton James et Charles Lyell. Ces trois lois-là sont la base de tout géologue, de tout principe géologique. Donc, c'est une logique qu'il faut comprendre. C'est quand même assez simple. Ces 3 lois sont utilisées dans la résolution de l'âge relatif de la roche. Donc, quand on parle de l'âge relatif des roches, c'est pas une question de chiffres, d'avoir vraiment l'âge en chiffres, mais une question de, une fois qu'on est sur le terrain, qu'on regarde des événements, on essaye de savoir quelle unité, quelle roche est arrivée avant quoi, et c'est surtout utilisé pour définir la déformation des roches. Donc, on veut essayer de comprendre la suite des événements. Ces principes de base-là sont facilement observables dans les affleurements, surtout les affleurements qui sont stratifiés, parce qu'on peut voir la déformation dans les strates. C'est une suite de lois qui est logique et importante pour toutes les applications scientifiques de la géologie, mais c'est aussi utilisé dans plusieurs autres types de sciences. Donc, ces lois-là, on voit ici un exemple typique, comment justement, une fois qu'on est sur le terrain, quand on parle d'âge relatif, on veut juste savoir quel événement est arrivé avant lequel. On voit ici un exemple avec des pistes de différentes traces d'animaux. On voit des traces d'ours, d'oiseaux, cerfs, chiens, chats sauvages, humains. On voit même du sang ici. On essaye de comprendre. On veut juste comprendre qu'est-ce qui est arrivé avant quoi. Donc, c'est de comprendre est-ce que c'est l'ours qui a passé au début, suivi du chat, et ainsi de suite. Et quand on parle d'âge relatif, c'est sur le terrain à essayer de comprendre quel événement est arrivé avant lequel. Donc, c'est une superposition d'événements qui est très important dans la base pour comprendre les déformations physiques. On veut comprendre comment la roche s'est déposée initialement et comment la déformation l'a impacté. Donc, ce n'est pas toujours clair, mais c'est une question aussi de logique. Donc, si on pense aux lois, en les simplifiant, donc ces 3 lois de Steno, ils vont utiliser pour résoudre l'âge relatif des roches. Ces lois-là vont essayer de définir l'ordre dans lequel elles se sont formées. Donc, la première loi s'appelle la loi de l'horizontalité originale. Donc, comme j'ai parlé depuis les premières leçons, souvent quand j'ai parlé de roches sédimentaires, j'ai toujours mentionné que celles-ci vont se déposer de façon horizontale. Donc, le nom de la loi le dit, la loi de l'horizontalité originale, dépôt horizontal des roches
Les roches, mais il faut garder en considération que ces roches-là, qui sont stratifiées, peuvent être déformées. Donc, une fois qu'on les observe sur le terrain, qu'elles sont plus horizontales, ça nous donne un indice qu'elles ont été déformées. Déformées par quoi? Par exemple, ça peut être des failles par le tectonisme, par des activités volcaniques. Donc, ici, on a une photo qui explique cette horizontalité, excusez, originale. Donc, on voit ici un dépôt initial en dessous, une intrusion typique, avec des dépôts de sédiments qui se déposent horizontalement. On ne pourrait pas s'attendre à voir un zigzag ici qui est notre déformation au début. Il faut absolument commencer par un dépôt horizontal suivi par une déformation. Donc, c'est quand même assez logique à suivre. La deuxième loi est la loi de superposition. Donc, cette loi-là, elle indique que toute séquence intacte de roches se dépose en couches. Ça aussi, on en a parlé pas mal depuis les 2 premières leçons. Donc, la plus jeune couche est sur le dessus et la plus ancienne est dessous, ce qui est logique aussi. Donc, chaque couche étant plus jeune que celle en dessous, chaque couche étant plus vieille que celle en dessous. Si on y va vers une illustration pour comprendre, si on regarde la séquence ici, ABC, sans même savoir les âges donnés ici en chiffres, on comprend que C a été la première couche déposée, suivie par B, suivie par A, et ainsi de suite. Ça, c'est sûr que c'est un exemple simple parce qu'elles sont encore horizontales, donc c'est facile à suivre. C'est quand la complexité augmente, quand les couches ont subi des déformations, justement, et ne sont plus horizontales. La troisième loi est la loi des relations transversales. Cette loi nous indique qu'un corps de roche igné, donc une intrusion ou une faille ou un autre élément géologique, communément souvent appelé un dike, doit être plus jeune que toute roche à travers laquelle elle traverse. Donc, tout ce qui recoupe un autre élément doit être nécessairement plus jeune. Exemple ici, on voit à gauche en jaune des sédiments qui avaient été déposés, qui ont été recoupés par un dike, ça peut être une intrusion, un granit, n'importe quoi. Donc, on peut comprendre que le dike A est plus jeune que le sédiment B qui a été recoupé. Donc, tout élément qui va recouper une roche est nécessairement plus jeune, logiquement. Donc, ça peut être une roche, un type de roche, ça peut être une déformation structurale. Ici, on voit une faille. Donc, si on pense que nos éléments, nos horizons originaux étaient horizontaux, on peut voir que l'entraînement de la faille, l'entraînement des lits, s'est fait tout au long de la faille. Et on peut comprendre que les lits A, la série de lits A été recoupée par la faille B. Donc, la faille B doit être nécessairement plus jeune que la série d'unités en A. Donc, c'est quand même assez logique aussi. Ces lois-là aussi, ce qu'il faut faire attention, c'est tout ce qui a rapport à la limite d'érosion préservée entre les couches rocheuses qui caractérise des lacunes dans le temps. Donc, des fois, suite à une érosion d'un groupe de roches et le dépôt du prochain groupe de roches, on n'a aucune évidence de suivi de la séquence. Et on appelle ça des discordances. Ces discordances-là vont montrer des interruptions de déposition, vont montrer aussi des épisodes d'érosion dans le temps. Donc, des fois, on va passer d'un groupe d'âge de roche à un autre groupe d'âge de roche sans vraiment comprendre qu'est-ce qui s'est passé entre les deux. Ce sont des discordances. Donc, il y a plusieurs types de discordances. Ces discordances-là peuvent être aussi assez complexes à observer et à comprendre, mais en gros, elles sont dues à l'érosion. L'érosion peut avoir lieu à un endroit en temps géologique, localement, qu'on ne retrouve pas nécessairement à quelques mètres plus loin non plus. C'est ça aussi qui rend
la complexité pour définir les types de discordance. Donc, la discordance de base reconnue, une discordance, c'est quoi? Par définition, c'est une discordance entre les roches sédimentaires et les roches métamorphiques ou ignées, lorsque la roche sédimentaire se trouve au-dessus et s'est déposée sur la roche métamorphique ou ignée préexistante et érodée. Donc, image, une discordance, c'est quoi? C'est exactement ça. C'est, on n'a pas de contact graduel entre les deux, c'est vraiment drastique, un changement en deux types de roches sans explication logique. Donc, cette sorte de discordance-là s'appelle une disconformité. Pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé entre tout de suite des roches métamorphiques et le suivi de roches sédimentaires. Il y a plusieurs. La deuxième type de discordance, c'est l'angulaire. Elle est quand même facile à reconnaître parce que ça le dit dans le nom, c'est une discordance angulaire. Donc, où les strates horizontales et parallèles de roches sédimentaires se sont déposées sur des couches inclinées et érodées, vont produire une discordance angulaire entre les couches horizontales sous-jacentes. Donc, ce qui montre ici très bien l'image. Donc, l'angularité des sédiments versus des sédiments qui se déposent à nouveau de façon horizontale. Et la troisième, la discordance d'érosion, une discordance entre les couches parallèles de roches sédimentaires qui représente une période d'érosion ou de non-dépôt. Donc ça peut être aussi une autre explication. Il y a eu une première déposition de roches et il y a eu un certain temps, un arrêt, il n'y a pas eu de dépôt. La partie supérieure de ce dépôt-là se fait éroder, suivie par une autre séquence de dépôts de roches sédimentaires. Donc, c'est une discordance d'érosion entre les deux, un arrêt dans le temps dans le dépôt. Finalement, le dernier, c'est un contact graduel, un arrangement où les strates de couches sédimentaires sont parallèles, mais où il y a eu peu d'érosion apparente et la frontière entre les deux surfaces ressemble à un simple plan de litage, mais on peut retrouver quelques preuves qui nous démontrent qu'il y a eu quand même un temps entre les deux types d'unités. Donc, ce n'est pas un dépôt continu entre les deux. Exemple ici, on voit deux types de dépôts sédimentaires. Si on ne fait pas attention, on pense que ces dépositions-là sont continues puisqu'il y a peu vraiment de discordance physique entre les deux. Mais selon les éléments retrouvés dans l'unité sous-jacente et sous-jacente, on peut définir un laps de temps entre les deux, ce qui nous fait dire qu'il y a eu une discordance qu'on appelle un contact graduel parce que physiquement entre les deux, le contact est graduel. Des exemples sur le terrain pour essayer de comprendre tous ces types de discordances-là. Quand on est ici, on peut voir ici en bas des unités de roches ignées et métamorphiques avec le dépôt au-dessus de roches sédimentaires. Donc, on peut voir entre les deux, ici, on peut voir la ligne ou la différence de ces deux types d'unités-là. On peut comprendre que c'est non conforme. Donc, il y a eu un laps de temps entre les deux. Même chose ici. Ici, on parle d'une disconformité, donc strate de discordance entre les deux formations rocheuses. Donc, on peut voir encore ici à la base un type d'unité suivi de l'unité intermédiaire entre les deux et l'unité en haut. En retrouvant des éléments dans chaque unité, on peut définir leurs âges, mais sur le terrain, sans savoir les âges relatifs en nombre, on peut quand même dessiner ces lignes-là pour nous dire qu'il y a eu 3 discordances dans la suite de ce dépôt-là. Ici, on voit un exemple typique de discordance angulaire. Donc, les lits des sédiments de l'unité sous-jacente nous indiquent très bien l'angularité entre l'unité de base qui a été verticalisée, subverticalisée, versus le dépôt de sédiments en haut, au-dessus
où les lits sont de façon horizontale. Donc, l'angularité entre les deux est très bien visible. Ici, on a un exemple de contact graduel entre les deux. Donc, on voit ici dans l'unité de base, même si la couleur est différente, on voit quand même des couches dans l'unité de base qui est stratifiée versus l'unité du haut. Donc, quelqu'un qui ne fait pas attention sur le terrain entre ces deux unités-là va penser que c'est la même unité qui se poursuit. Mais des évidences aussi vont montrer que les âges sont un peu différents dépendamment des éléments retrouvés dans les unités, dans les strates. Donc, comment se forment les discordances? En gros, c'est toujours rapport à l'érosion. L'érosion dans ces unités-là peuvent être faites par les vagues qui vont user les matériaux exposés, le vent vont rendre ces surfaces-là plus lisses et c'est une question de temps, comme on avait vu dans la leçon 1. Donc, sur des échelles de milliers à des millions d'années, on va toujours remarquer que les rivages se déplacent. L'érosion va retirer les matériaux exposés aux vagues et aux courants. Les nouveaux matériaux plus jeunes peuvent se déposer sur la surface décapée. Les mers peu profondes peuvent affluer puis se retirer à plusieurs reprises, ce qui va aussi déformer la forme des dépôts. Et finalement, la transgression durable peut éroder les chaînes de montagne entières avec suffisamment de temps. Donc, c'est toujours une question de temps. L'érosion, il faut être patient, mais elle va toujours déformer le dépôt de roche initial. Exemple ici de transgression, donc où l'élévation du niveau de la mer crée un espace sous l'eau pour le dépôt des sédiments. Et cet espace-là va être rempli par des nouveaux matériaux plus jeunes et déposés sur la surface décapée. Donc, à chaque fois qu'il y a une transgression, ça va laisser une forme de discordance. Les nouveaux dépôts vont se déposer et ainsi de suite. Donc, ça peut être des discordances graduelles, des discordances de disconformité, une question de temps. Et ici, on n'a pas l'exemple, mais ça peut être aussi des discordances angulaires. La régression, c'est le contraire de la transgression. Donc, c'est quand le niveau de la mer va baisser, les sédiments ne sont pas déposés ou ne sont pas érodés. Ça reste intact. Pour continuer à comprendre, c'est quand même des principes de base géologiques pour nous aider à comprendre les déformations un peu plus tard, pour comprendre aussi comment déterminer les âges des roches. La géochronologie, c'est la branche des sciences de la Terre qui essaie de déterminer l'âge des matériaux et des événements à travers les temps géologiques. Donc, les géologues vont disposer de nombreuses méthodes pour déterminer l'âge des matériaux à l'aide des méthodes de datation relative et de datation absolue. Donc, comment les géoscientifiques vont déterminer l'âge des roches ou des fossiles, c'est aussi comprendre comment ils vont savoir combien de temps ça a pris, dans quel ordre les processus ou les événements géologiques se sont déroulés, comment savent-ils à quelle fréquence un volcan va faire éruption, combien de fois les tremblements de terre ont eu lieu, et ainsi de suite. C'est beaucoup de questions de temps et de relations entre les événements. La datation relative, elle, c'est la science qui permet de déterminer l'ordre relatif des événements. Donc, sans vraiment savoir le chiffre, comme j'ai mentionné auparavant, sans savoir l'âge absolu. Donc, la datation relative implique l'étude des fossiles, la corrélation ou la comparaison des fossiles d'âges similaires et de différentes régions. Les microfossiles, eux, vont dériver des sédiments et des carottes des puits, aident à l'exploration souterraine du pétrole et du gaz. L'âge relatif vont utiliser les principes stratigraphiques, donc vont aussi utiliser les 3 lois que je viens juste de mentionner. La loi de l'horizontalité originale,
donc qui dit que les couches sédimentaires ont été initialement déposées sous forme de couches plates. La loi de superposition qui dit qu'une série de couches rocheuses est exposée. Les plus anciennes vont se retrouver au bas de la pile. Donc, et finalement, la loi de relation transversale qui dit que les roches seront plus anciennes que les forces qui les ont plus tard modifiées. Donc, si on comprend ces trois lois-là, on est capable de comprendre les séquences chronologiques des déformations physiques des roches. Un bel exemple ici, quand même assez simple, mais si on comprend cet exemple-là, donc ici, c'est une coupe. Quand on roule le long des autoroutes et tout ça, c'est ce qu'on appelle une coupe verticale, une coupe transversale. Donc, on voit 4 unités, puis un 5e élément. Donc, on a l'unité C, l'unité B, l'unité A, l'unité D et l'élément E. Donc, si on essaye, quand on est sur le terrain, on voit des unités semblables à ça, on essaye tout de suite de comprendre chronologiquement qu'est-ce qui est arrivé. On peut comprendre que l'unité C est la première à s'être déposée, suivie par la B, suivie par la A, si on utilise la loi de l'horizontalité. Si on utilise la loi, on voit ensuite que l'unité D vient recouper l'unité C, B, P et A. Donc, on voit que l'unité D a été déplacée par la E. Donc, chronologiquement, on comprend qu'il y a eu dépôt de la C, B, A qui a été recoupé par le dike D et le dike est, à la fin, la faille E est venue déplacer toutes les séquences ainsi que le dike D. Donc, sur le terrain, on pourrait déjà avoir une idée assez fiable de la séquence des éléments. Donc, si on reprend cette image-là, selon la loi de l'horizontalité originale, on comprend que la couche C, ici, schiste, a été déposée avant la couche B, qui a été déposée avant le grès de type A. Le dike, qui est une intrusion, ici, a recoupé les sédiments, CBA, et la faille, E, a recoupé toutes les anciennes couches. Et finalement, ici, en surface, il ne faut pas oublier la partie érosion. La loi des relations qui recoupent, ça je l'ai mentionné, donc tout ce qui recoupe un élément est nécessairement plus jeune, donc les limites entre les couches C et B, et A et B, peuvent représenter des discordances possibles aussi, donc des lacunes de temps. Sur le terrain, ici, on peut voir des roches initialement déposées de façon horizontale qui ont été ensuite plissées vers le haut. Donc, les roches les plus anciennes à droite et les plus jeunes ont été exposées sur la maison à gauche, la maison qui est la partie plate ici. Donc, déjà, sur le terrain, toutes ces lois-là nous aident à dire quel événement est arrivé avant lequel et quand les événements de déformation ont eu lieu aussi. Ici, si on utilise les principes géologiques de base appliqués à la datation, on peut voir, selon la loi de l'horizontalité originale, on voit une série de couches sédimentaires de lits. Les lits, on les voit d'épaisseur variable, mais avec les couleurs, on est quand même capable de les suivre tout le long. On peut voir ici qu'il y a eu des déplacements, ce qu'on appelle des décrochements ou des déplacements si on suit la plupart des lits, surtout ici, on le voit bien. Ici, on perd un peu l'élément qui doit être un peu plus haut. Ici, on le voit très bien. Donc, on peut comprendre qu'il y a eu une série de failles qui a affecté ces roches. Donc, la loi des relations transversales, décalage des unités par une faille après leur dépôt. Donc, c'est un genre de déformation physique. Ces failles-là ont déplacé ces séquences d'unités qui ont été déposées. Elles sont restées de façon horizontale, donc c'est un simple faillage avec déplacement, mais c'est une forme de déformation physique. Exemple ici, encore cette série de couches sédimentaires qui s'est déposée à l'horizontale avant qu'elle se fasse déformer par une faille.
On voit très bien ici. C'est une séquence en Californie, près de la faille de San Andreas. On voit que la faille de San Andreas doit être plus jeune que les couches sédimentaires, puisqu'elle a affecté les couches. Donc, c'est logique, c'est une question de logique. Qu'est-ce qui est arrivé avant quoi? Ici, on voit relation transversale encore. Donc, on voit que la faille est plus jeune que la formation des roches sédimentaires de chaque côté de la faille. On voit aussi que nos lits sont plus horizontaux. Donc, avant l'arrivée de la faille, il y a eu quand même un autre événement qui a déformé, qui a verticalisé ces couches-là et ensuite faillé. Ces événements-là peuvent être souvent après datés de façon pour avoir un chiffre exact en utilisant les fossiles à l'intérieur des couches sédimentaires. Ici, on voit la loi de relation transversale. On voit un dike igné qui est l'unité la plus foncée entre les deux, qui vient recouper l'unité initiale de chaque côté. Donc, un dike igné qui vient recouper des roches volcaniques de chaque côté. On peut comprendre que le dike est plus jeune que l'unité plus claire ici. Là, on va commencer par les types de déformations. Maintenant qu'on comprend comment dater relativement les événements, les plis, les premières déformations structurales sous forme de plis. Qu'est-ce qu'un pli? Ça, on va commencer de façon simple. C'est justement si on a des roches stratifiées qui, à l'origine, vont se former sous des couches planes. Si on voit des genres de zigzags dans ces couches-là, on peut comprendre que la formation initiale a été plissée. Donc, un pli géologique se produit lorsqu'une couche ou un empilement de surface initialement plane ou horizontale s'est fait plier ou incurver à la suite d'une déformation permanente. Le plissement ou la flexion ou la déformation, les plusieurs mots, de roches stratifiées, c'est surtout par des forces tectoniques, des mouvements dans la croûte terrestre. Les plis peuvent être observés à plusieurs échelles. Ça peut être de façon des micro-plis qu'on appelle, à l'échelle d'un échantillon, soit visible à l'œil ou en lame mince sous le microscope. Puis ça peut se faire aussi à plus grande échelle, sur des étendues kilométriques. Et aussi, on peut les voir aussi dans des chaînes de montagnes. Donc, qu'est-ce qui va former un pli? Les éléments clés ou généraux d'un pli. On voit ici un exemple typique d'un pli. On a la partie charnière qui fait référence à l'endroit où la courbure est la plus grande. Donc, si on suit notre stratification dans la roche, donc il ne faut pas oublier nos stratifications de base, si on part et on suit la stratification dans la roche, le point le plus incurvé va être la charnière du pli. Cette charnière du pli-là, si on la divise en deux et on la recoupe, ça s'appelle le plan axial, donc la partie la plus incurvée. Les deux côtés du pli s'appellent les flancs du pli et la zone de charnière se trouve dans la partie la plus incurvée. Donc, la charnière est aussi le point le plus élevé sur une strate, un sommet ou souvent visible sur le terrain comme une crête de montagne. Les points d'inflexion et la zone des flancs où la courbure change. Donc, la minute que la courbure change va définir les deux flancs. Il y a plusieurs sortes de plis. En gros, on a ce qu'on appelle un pli symétrique. Pli symétrique, ça veut dire que le plan axial est vertical, comme on peut voir ici, et les flancs ont le même pendage. Donc, les deux côtés, le pendage des unités, le pendage, c'est comment les unités vont penter, sont similaires. Quand on parle d'un pli asymétrique, si on regarde le plan axial, il peut être incliné et les flancs des deux côtés n'auront pas les mêmes pendages. Si on va sur le terrain maintenant pour voir un exemple de pli,
Quand on est sur le terrain, c'est sûr qu'on n'a pas les lignes tracées. Donc, quand on utilise, on va suivre nos strates, nos lits. On va suivre la ligne des strates jusqu'au point le plus incurvé, comme on peut voir ici. Quand on aura le point le plus incurvé, on va pouvoir tracer le plan axial ou la charnière de pli. On va pouvoir définir les deux flancs. Et on peut voir ici l'exemple d'un pli qu'on appelle asymétrique. Donc, on peut voir que d'un côté de l'autre du plan axial, le pendage des plis est différent. On voit ici sur le côté droit un flanc qui est plus penté que le côté gauche. Les types de plis maintenant, on a deux sortes, les deux principaux. On va dire qu'on utilise l'anticlinal. L'anticlinal est un pli dans les strates de roche où le côté concave fait face vers le haut. Donc, anticlinal, il faut penser à forme comme un A anticlinal. Donc, le cœur ici contient les roches les plus vieilles versus en remontant vers l'extérieur qui contiennent les roches les plus jeunes. Donc, ça a une forme arquée ou d'un A, où son cœur contient les lits les plus anciens. Un anticlinal typique est convexe, dans lequel la charnière ou la crête, ici en haut, est l'endroit de courbure est la plus grande, et les flancs sont les côtés du pli qui s'éloignent de la charnière. Donc, pour bien comprendre un anticlinal, si on place la charnière de pli ici, on peut comprendre que les flancs ici vont s'éloigner de la charnière. Ça, c'est important à retenir pour faire la différence entre anticlinal et synclinal qui s'en vient. Exemple ici d'un pli anticlinal, si on a des lits ou des strates. Donc, on peut voir encore cette charnière ici. On peut suivre le long du lit, définir le plan axial et les deux flancs du pli. On peut aussi avoir un anticlinal renversé, qui est un anticlinal où, au lieu d'être vertical, est couché sur le côté. Donc, c'est un pli aussi, comme on a vu auparavant, asymétrique. Donc, le flanc a été incliné au-delà de la perpendicularité. Donc, on voit qu'un côté, les lits sont presque couchés versus l'autre côté du plan axial. Le synclinal, complètement l'inverse de l'anticlinal. Donc, on peut voir ici en forme de U. C'est un pli en forme d'onge de roche stratifié dans lequel les strates s'inclinent vers le haut depuis l'axe. Donc, c'est complètement l'inverse. Pli en forme de U, dans lequel les flancs plongent vers la charnière de pli. Donc, la charnière de pli ici, on va la placer au centre, au point d'incurvure le maximum. Et on voit que les flancs s'éloignent de la charnière. Donc, dans la rythmicité des plis, un synclinal va suivre un anticlinal. Donc, si on va sur le terrain, exemple d'une coupe sur le terrain, on peut voir ici, si on suit une strate, on la suit jusqu'au maximum de sa courbe. On peut placer le plan axial, on continue, on remonte dans le maximum de sa courbe, on place un autre plan axial, puis on peut comprendre, on peut voir ici la forme du U versus la forme du A. Donc, on peut voir un pli synclinal suivi d'un pli anticlinal et ainsi de suite. Donc, sur le terrain, on va prendre l'habitude de regarder le suivi de ces couches-là, les strates des roches. Donc, c'est pour ça qu'il fallait comprendre la déposition, la forme de déposition des roches. Et on peut voir que ces roches-là, les strates sont plus horizontales, sont verticales et elles sont incurvées. Donc, on peut définir les formes de plis. Ici, si on continue à suivre le flanc, on voit que le lit se termine ici et reprend ici et continue. On voit une ligne continue ici, donc cette ligne-là est définie comme justement une faille. La faille est venue après le plissement, puisqu'on voit un déplacement le long de cette ligne-là. Donc, les lits, les strates sont vraiment importants pour nous aider à définir l'âge relatif dans les déformations structurales.
Ici en haut, on voit un exemple typique d'un pli justement suivi d'un pli anticlinal, synclinal, non déformé, non faillé, versus ici un pli synclinal, anticlinal qui a subi une deuxième déformation. Donc, la complexité des déformations peut augmenter vraiment de simples plis ici à un pli suivi d'une faille et ainsi de suite. Autre exemple ici sur le terrain d'un pli synclinal suivi d'un pli anticlinal. On commence ici par le pli en forme de A. Donc, si on suit nos strates au point d'incurvure maximum, on continue, on comprend que c'est un anticlinal. On continue dans notre strate et on voit ici que la strate se recourbe en forme de U. On voit qu'on suit un synclinal suivi d'un synclinal et ainsi de suite. On voit ici que les deux flancs, les deux côtés ne sont pas égales en pendage, donc on comprend que c'est un pli, que ce sont des plis asymétriques. Exemple ici de ces déformations structurales à l'échelle de chaînes de montagne et qu'est-ce qui peut se passer dans ces chaînes de montagne-là en continu. Ici, on commence par avoir un anticlinal symétrique. Donc, on voit le pendage des flancs des deux côtés du plan axial égal, suivi d'un synclinal symétrique. On voit aussi encore que le plan axial et les flancs des deux côtés, les pendages sont symétriques, suivi d'un anticlinal, mais cette fois, l'anticlinal est asymétrique. On voit que les flancs, le pendage des flancs des deux côtés n'est pas similaire. On voit qu'il y a eu comme une courbure ici, donc qui commence à être retournée, overturn en anglais. En tout cas, ouais, bon, on va continuer. Synclinal, overturn, c'est juste le terme en anglais, suivi d'un synclinal qui est renversé aussi. Même chose ici, on voit la ligne, le long de la ligne de l'axe de pli, les deux flancs ont un pendage différent. Et ainsi de suite. Si on va sur le terrain, on voit l'exemple parfait de ces anticlinales-là, anticlinal symétrique, suivi d'un synclinal symétrique et d'un anticlinal renversé, couché, overturn. Donc, un pli renversé à son plan axial incliné à un point tel que les strates d'un flanc sont renversées, comme on voit très bien ici. À l'échelle, plus grande échelle encore vue aérienne, on voit les lignes de crête ici le long des roches sédimentaires former des gros plissements anticlinales plongeants, comme on peut voir ici, anticlinal, synclinal et ainsi de suite. Donc, suivi sur des kilomètres. L'autre type de plis, ce sont ce qu'on appelle des dômes ou des bassins. Dômes et bassins, ce sont des plis inverses. Un dôme, c'est une structure qui va plonger dans toutes les directions pour former une structure circulaire ou allongée. Donc, peut-être une structure bombée. On voit ici les petits symboles structuraux qu'on va survoler dans notre prochaine leçon. Mais ça indique la direction des pendages. Donc, la partie, le cœur du dôme, la partie centrale, les strates les plus vieilles vont penter vers l'extérieur, vont former donc un type de petite colline ou de montagne ou de crête, versus un bassin où le cœur est la partie la plus jeune et la partie extérieure est la partie la plus vieille et les couches vont penter vers le centre, donc vont souvent former un creux ou un bassin et souvent l'origine de la formation des lacs. Donc, un dôme est une structure qui plonge dans toutes les directions pour former une structure circulaire ou allongée, versus un bassin qui est un synclinal, doublement plongeant ou plus généralement une chaîne descendante remplie de sédiments qui vont provenir des régions environnementales. Si on va sur le terrain pour voir des exemples, un bel exemple d'un dôme ici, un dôme circulaire. Donc, on peut voir que la partie centrale est plus surélevée que la partie autour.
Et on comprend que la partie centrale est la partie la plus vieille, versus un bassin ici dans une vallée, donc l'inverse d'un dôme. On voit que le bassin est rempli et les bassins sont souvent utilisés pour trouver des réservoirs de pétrole ou de gaz. Les sous-plis qu'on retrouve dans les anticlinaux et synclinaux, on peut les voir ici. Donc ici, on a un schéma d'un anticlinal en forme de A. Quand cet anticlinal-là se fait replisser selon des événements subséquents, on comprend qu'il y a des sous-plis qui peuvent se former le long de l'anticlinal. Ces sous-plis-là sont appelés des Z, des plis en Z, en M ou en S. Les plis en Z, on peut voir ici sur le long du flanc des unités qui sont plus fragiles, plus flexibles, vont former des plis en Z. Donc, se sont retrouvés sur les anticlinales, sont surtout sur le flanc gauche d'un anticlinal, tandis que les plis en S sont retrouvés sur le flanc droit de l'anticlinal et la partie de la charnière de l'anticlinal va former des plis en M. C'est selon les éléments qu'on retrouve en bordure de ces plis. Donc, c'est souvent vu dans les diverses strates des séquences qui sont plissées. Si on regarde ces mêmes sous-plis-là, les plis en Z, M et S, mais dans un synclinal cette fois, donc si on suit ici, on est dans notre anticlinal et on passe dans le synclinal, c'est l'inverse d'un anticlinal. Donc, les plis en S vont se retrouver sur le flanc gauche d'un synclinal et les plis en Z vont se retrouver sur le flanc droit du synclinal. Les plis en M vont se retrouver au même endroit parce qu'elles définissent, les plis en M vont toujours définir les plis de la partie de la charnière du pli qui est plissée. Si on va sur le terrain pour voir ces sous-plis-là à méga échelle, on voit ici des plis en Z. Donc, un anticlinal, c'est le flanc gauche, un synclinal, c'est le flanc droit. C'est juste une question de suivre les plis encore et de savoir la partie en A inclinale, en U synclinale et ainsi de suite. Donc, après ça, c'est facile de se retrouver, de savoir dans quel sous-pli on est. La photo ici, on peut comprendre qu'on est dans la charnière du pli. Donc, la charnière du pli va former un M. Et ici, on peut voir un beau Z et un beau S. On va passer maintenant dans les types de failles, les autres types de déformations structurales, des fractures. Donc, une faille, c'est quoi? C'est une fracture ou une fissure le long de laquelle deux blocs de roche vont glisser par rapport à l'autre. Donc, ce sont des mouvements qui peuvent se produire rapidement, si rapidement vont causer des tremblements de terre, lentement vont causer des glissements. Souvent, les fers vont être associés aux plis. Pour comprendre les mouvements le long des fractures ou des fers, ici, c'est un dessin typique qui va aider à comprendre les termes souvent utilisés en anglais, hanging wall ou footwall, traduit en français par le toit ou le plancher. Donc, il faut comprendre que on va toujours regarder les mouvements relatifs d'un bloc par rapport à l'autre bloc. Donc, ici, on va parler de la partie A, donc le bloc A qui est descendu versus le bloc B. Donc, le bloc A, la face supérieure A, qui est descendue par rapport au bloc B, si on est dans la partie où on peut se suspendre sans toucher, avoir les pieds par terre, on parle du toit, donc le hanging wall. Donc, la partie A est descendue versus la partie B. La partie B est reconnue comme le plancher. C'est la partie où on peut déposer les pieds et remonter vers le haut. Donc, on sait qu'on est dans la partie du plancher. Ces observations-là sont vraiment importantes pour définir les types de fer.
si on n'est pas capable de reconnaître si on est dans le plancher ou le toit, on va avoir de la misère à définir les types de failles. Les failles principales que je vais vous présenter aujourd'hui sont les failles normales, failles inverses, les failles de décrochement, de chevauchement et les failles de décrochement oblique. Je vais les passer une par une et je vais vous présenter aussi les mouvements de bloc un par rapport à l'autre. Pour une faille, pour une fracture, pour qu'une fracture ait l'étiquette d'une faille, il faut absolument avoir observé un mouvement d'un bloc par rapport à l'autre. Sinon, elle reste à l'état fracture simple. Bon, mouvement relatif, ça va. Donc, si on passe à type de faille normale, on a l'exemple ici, faille normale. Qu'est-ce qu'une faille normale? Une faille normale est définie par un mur qui est suspendu, qui s'est déplacé vers le bas versus le mur du plancher qui est remonté. Donc, ici, si on regarde le hanging wall ou le toit, on peut comprendre qu'une personne pourrait se placer ici, se suspendre et pas toucher au plancher, tandis qu'une personne ici pourrait se placer ici, les pieds au plancher et remonter. Donc, la partie qui est plancher est remontée, la partie du toit est descendue, c'est une faille normale. L'angle de surface de glissement entre les deux blocs, qui est cette surface ici, l'angle va toujours varier entre 45 et 90 degrés. Ces types de failles-là sont souvent associés aux escarpements de parois frontales qui vont causer des affaissements. Exemple sur le terrain d'une faille normale. Donc, on peut voir l'exemple ici, les déplacements de blocs. Et encore une fois, j'ai mis des exemples aussi beaucoup avec des lits pour que vous compreniez. C'est vraiment l'unité qu'on va se servir pour voir les déplacements entre les blocs. On peut comprendre que ce bloc-là faisait partie de ce bloc-là, cette strate-là, et ainsi de suite. Donc, la faille ici, la ligne est facilement plaçable ici. Et on peut voir aussi les relations entre les deux. Donc, l'affaissement ici du hanging wall ou du toit versus la remontée du plancher. Et on peut tout de suite définir cette faille comme une faille normale. Autre exemple ici d'une faille normale sur le plancher. Donc, on prend toujours chaque unité. Si je reviens à l'autre. Ici, c'est un exemple de faille normale dans des strates subverticales. Donc, les strates subverticales ont subi deux déformations. Ici, il faut comprendre. Il y a eu la déformation du passage de la strate horizontale à subverticale qui a ensuite été faillée. Ici, c'est un exemple plus simple où on a des strates qui sont restées maintenues verticales, donc non plissées, horizontales, donc non plissées, qui a été tout simplement faillée. Et que le déplacement le long de ces blocs-là, on est capable de les reconnaître et on peut voir l'affaissement du bloc du hanging wall versus la remontée du plancher. Autre exemple ici de faille normale, encore comme l'exemple 1, où on voit que les unités, les strates horizontales ont premièrement été verticalisées, subverticalisées, donc sûrement par un plissement, suivi par une faille normale ici encore une fois. Donc, on peut suivre les déplacements de ces blocs-là. On mesure aussi sur le terrain la distance entre les deux types de blocs qu'on peut suivre et on appelle ça la distance de décrochement entre les deux. On pense à la faille inverse. Faille inverse, c'est l'inverse d'une faille normale. Donc, le hanging wall ou le toit remonte versus le footwall ou le plancher qui descend. Sinon, l'angle de glissement entre les deux est le même qu'une faille normale, donc varie entre 45 et 90 degrés. Si on va sur le terrain ici, exemple d'un simple couche sédimentaire horizontale, donc non plissée, qui a subi une faille, un décrochement. On voit ici l'unité qui est plus fin, qui est descendue versus le toit ici qui est remonté, donc faille inverse.
Faille de décrochement. Faille de décrochement, on a l'exemple ici. Faille de décrochement, c'est une faille où le décrochement ne s'est pas fait de façon de monter ou descendre, mais c'est des deux côtés. Donc, c'est un décrochement horizontal entre les deux blocs. Pour comprendre aussi le sens de décrochement d'une faille de décrochement, si on se place au-dessus ici, au centre où les deux blocs se sont déplacés de façon horizontale, on va aussi assigner une direction de décrochement. Donc, si on se place au centre ici et qu'on voit que le bloc s'est déplacé vers la droite, c'est un déplacement ou un décrochement dextre. Si on voit que le bloc s'est déplacé vers la gauche, on appelle ça un décrochement latéral gauche ou sénestre. Pour aller voir des exemples ici, donc ça, on l'explique ici. On se place toujours face à la paroi qui s'est décrochée et qui a glissé, et on regarde dans quel sens la paroi opposée s'est déplacée. Ici, l'exemple s'est déplacé vers la droite, donc c'est un décrochement dextre. Si on se place ici, on voit que la paroi ou le bloc s'est déplacé vers la gauche, donc un décrochement sénestre. La faille de San Andreas en Californie, c'est un exemple parfait de faille de décrochement. On voit que c'est un glissement ou un décrochement entre les deux de façon horizontale. On voit que des deux côtés des déplacements, il n'y a pas eu de remontée ou d'affaissement et que c'est un simple mouvement horizontal. Maintenant, si on passe à l'exemple de la faille de chevauchement, en anglais trust fault, donc c'est le mur suspendu qui semble s'être déplacé vers le haut par rapport au plancher. Donc ici, c'est le long de cette phase de décrochement-là, le mur s'est remonté. L'angle de surface entre les deux est inférieur à 45. Donc, c'est quand même des failles qui sont ce qu'on appelle flat, semi-flat, que le pendage est très faible. La compression est horizontale et le déplacement va causer des cisaillements en rotation. Exemple ici d'un type de faille, on voit tout de suite ici l'exemple, le pendage qui est faible. Donc, l'angle de surface de glissement entre les deux est de 45 degrés ou moins. On voit qu'il y a eu un déplacement entre les deux de façon horizontale, une remontée ou un glissement entre les deux. Et finalement, les types de failles qu'on appelle décrochement oblique. Décrochement oblique, il y a eu deux types de déplacements. Il y a eu un déplacement soit par le haut et le bas, donc on retrouve nos notions de hanging wall ou de toit versus footwall ou plancher, plus un déplacement horizontal oblique entre les deux, donc on va retrouver nos notions de sénestre vers la gauche versus dextre vers la droite. Donc, ça combine deux types de mouvements, horizontal qui va nous donner la direction et vertical qui va nous donner le pendage. Cette combinaison de décrochements-là va souvent nous montrer des glissements avec des décalages significatifs, soit normal, inverse ou de chevauchement. Finalement, si on regroupe tous ces types de fractures-là, on a aussi des formes quand on a des suivis sur le terrain, on appelle ça des Horst et Graben. Donc, ce sont des forces de tension qui vont agir sur une région à plus grande échelle, produire des failles normales qui se traduisent par des structures qui sont appelées Horst et Graben. Les Graben, c'est des blocs surtout qui descendent par rapport à la croûte. Le graben va être entouré de deux Horst et le Horst, c'est ces deux blocs crustaux qui sont relativement surélevés. Donc, les graben descendent versus les Horst qui remontent. Si on regarde un schéma pour expliquer tout ça, on voit une série de failles normales qui vont former des blocs qui remontent, donc nos Horst, versus des blocs qui descendent, donc des graben. Des fois aussi, on peut avoir une nomenclature qui dit des décalages en escalier. Donc, c'est une série de failles normales et qui vont former des reliefs qui remontent et qui descendent. Donc, des Horst et Graben. On voit ici sur le terrain
On voit souvent ce reflet-là de recoupement de Horst et Graben dans des vallées versus des crêtes de montagne. Donc, les vallées, c'est des affaissements de blocs versus des crêtes de montagne qui est une remontée de blocs, donc des Horst. Autre exemple sur le terrain, Graben versus Horst. Donc, Graben, c'est la partie qui s'est affaissée, souvent des vallées, versus des Horst, des crêtes de montagne. En surface, on peut voir souvent juste un reflet de ce qu'on appelle vallée et crête, mais en profondeur, ce qui est important de comprendre, c'est qu'en profondeur, on a une série de failles qui va se former, des failles normales, mais ça peut être aussi des failles de décrochement, avec une série de failles normales qui se retrouvent à décrocher. Donc, on voit une série de décrochements avec des pendages plus faibles, comme on a vu dans les exemples de type de fracture. Il faut comprendre que quand on est dans un système de Horst et Graben, c'est un système qu'on appelle en extension, donc c'est un étirement des roches. Autre exemple, la vue aérienne ici de Horst et Graben dans le canyon, dans le parc canyon en Utah. Ici, on voit, exemple, facilement reconnaissable entre ce qu'on appelle une forme allongée structurellement déprimée, délimitée par des failles. Donc, c'est notre graben ou notre vallée qui va former souvent ce qu'on appelle des vallées de rift ou de bassins d'étirement versus les crêtes ou les horsts qui sont surélevés entre deux failles. Les zones de failles, parce qu'on a souvent une faille, mais on peut aussi avoir des réseaux de failles. Des réseaux de failles, c'est quoi exactement? Ça peut devenir très complexe. Ça peut partir d'une faille principale versus des plus petites failles qu'on appelle des failles secondaires qui vont s'interconnecter avec la faille principale. Les failles peuvent changer d'un type de faille d'un emplacement à l'autre, suivant la faille principale. Et les failles peuvent se diviser, peuvent bifurquer, peuvent se fusionner, puis peuvent se pincer sur des distances. Se pincer sur des distances, ça veut dire qu'à un moment donné, on va perdre la faille ou la faille a arrêté de déformer l'unité rocheuse. Donc, suivre et définir et observer des failles ou des fractures, ça peut devenir quand même assez complexe pour comprendre les relations d'âge relatifs entre les événements. Ici, on a un bel exemple justement d'un réseau de failles. On peut, pour commencer à décortiquer, quand on est sur le terrain, qu'on a une paroi rocheuse comme ça, on peut commencer à définir ou à dessiner ou à observer, noter les failles principales, comme ça a été fait ici. On verra dans la prochaine leçon les types de lignes quand on est certain d'une faille, une ligne continue versus une possibilité de faille. On peut voir ici, la personne n'a pas voulu peut-être se prononcer ou n'a pas assez d'évidence, donc elle pense qu'il y a une faille, donc c'est une ligne pointillée. Et ainsi de suite. On peut aussi commencer à définir les plis dans les unités. Mais on peut voir ici, si on revient dans la partie centrale, qu'on a des sous-fractures. Donc, on peut commencer à dessiner ces sous-fractures qu'on appelle des failles principales, failles secondaires, failles tertiaires, et ainsi de suite. Donc, toutes ces failles, ce réseau de failles-là peut jouer un rôle majeur aussi quand on va passer dans la partie minérale, à savoir quelle faille a vraiment été reliée avec la circulation de fluides hydrothermaux qui va précipiter, par exemple, dans des gisements aurifères, quelle faille est associée à des gisements aurifères. Est-ce que c'est la faille principale, la faille secondaire, la faille tertiaire, et ainsi de suite. Donc, on peut comprendre que les déformations structurales sont vraiment importantes à comprendre et à tout de suite essayer de définir les chronologies, car elles vont servir plus tard aussi à caractériser toutes sortes de dépôts minéraux. Autre exemple ici en bloc de faille principale, et qu'est-ce qui peut arriver si on s'éloigne de cette faille principale-là?
Donc, si on se retrouve dans un réseau de failles. Donc, la faille principale ici, dans l'exemple, se retrouve au centre. On a défini notre plan de faille. Et ici, c'est un exemple, un début d'exemple de qu'est-ce qui peut arriver comme genre de déformation dans la roche, dans les unités rocheuses, en s'éloignant de cette roche-là. Donc, on a le plan de faille principale, on a un type de déformation dans la roche qu'on appelle des failles de gouge. On a souvent ce terme-là associé dans les forages. Donc, on a des débris dans une espèce de bout de faille parce qu'on est tellement près de la faille que tout a été écrasé, diminué, on ne retrouve plus la roche initiale, suivi par un genre de faille bréchique. Donc, on commence à retrouver des unités de la roche, mais en fragments, dans une matrice fine, suivi par une foliation dans la roche. Donc, on a comme des alignements d'unités dans la roche, selon le type de déformation, en extension, en tension, en compression, suivi par, si on est vraiment plus éloigné de la faille, par des fractures, des mini-fractures, mais sans décrochement ou sans déplacement, et par des micro-fractures, et suivi finalement par l'unité rocheuse non fracturée. Donc, tous ces indices-là nous indiquent aussi notre distribution spatiale par rapport à la déformation structurelle par les types de roches. Donc, si on est près d'une faille, on aura tel type de déformation versus les types de déformation qui diminuent en s'éloignant de la faille. Donc, là, on va passer dans les types de déformations. La réponse à ces déformations structurelles, donc ce qu'on appelle réponse au stress et contrainte. Une déformation élastique, on comprend que la roche va se déformer comme un ressort. Donc, la déformation n'est pas permanente. Elle va être modifiée un peu sous la réponse au stress, mais si la contrainte pouvait être inversée, la roche retrouverait sa forme originale. Une déformation fragile, c'est l'inverse. C'est une déformation qui est différentielle, qui est supérieure à la limite d'élasticité, donc va causer une fracture, donc la roche va se casser. La partie du rocher qui n'est pas cassée revient à sa forme originale, mais ce rebond élastique est à l'origine, exemple, de tremblement de terre. Donc, une fois que c'est cassé, et la forme revient pas la roche ne revient pas à sa forme originale. On a une déformation aussi ductile. Ça a rapport aussi à la profondeur que la déformation a lieu. Donc, c'est souvent des profondeurs supérieures à 10 à 20 km dans la profondeur lithostatique. Ici, on peut comprendre que c'est impossible de produire une fracture puisque les températures des roches est plus élevée. Donc, les roches sont plus molles, moins cassantes et plus malléables. Donc, vont plisser plus que être cassantes. Donc, ici aussi, on introduit la notion de déformation plastique versus déformation différentielle qui a rapport à la profondeur de la déformation. On voit toutes ces formes de déformation-là expliquées. Donc, si on prend notre roche initiale et on le compare à un bout de bâton qu'on va exercer une pression dessus ou un plissement, donc forme initiale, on essaye de plisser notre bout de bâton, donc on voit qu'il commence à se faire une forme bombée, comme on peut voir ici, sous la pression du plissement, suite à un bris ou une pression ou un stress cassant. On voit que notre bout de bois casse en deux. Donc ici, la roche peut répondre de façon différente selon les types de fer qu'on a vus, versus finalement le bris, le strain. Et on voit que ce bris est permanent. La roche ne reviendra pas à son point initial. Si on pense un graphique stress versus contrainte, on peut comprendre ici que la déformation initiale élastique atteint un point limite, qui est notre point X,
à partir de ce point limite-là, la déformation devient ductile et la fracture ou le point de rupture, comme on a vu dans la diapo précédente. Ce diagramme-là résume très bien les différences de déformation structurale avec les profondeurs. Donc, on peut voir que les parties en subsurface versus les parties les plus profondes, les types de déformations typiques qu'on aurait en surface, on aurait ici une unité qui est non déformée. Si on commence à descendre en subsurface, on tombe dans la déformation qu'on appelle cassante, donc la formation des fractures et des failles. Dans des milieux de profondeur intermédiaire, on commence à avoir la flexion et la formation de plis, comme on peut voir ici. Ensuite, dans des formations plus grandes que 20 km sous la terre, on commence à avoir des aplatissements et des sliding, des glissements entre les unités pour finalement avoir un genre de flowing d'unités plissées. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ce qui est stress et contrainte sont différentes selon la profondeur où elles ont eu lieu. Même explication ici pour les blocs non déformés versus les profondeurs en subsurface où il y a les déformations cassantes versus les déformations ductiles dans des profondeurs plus importantes. Donc, les types de déformations, soit en compression, en tension ou en cisaillement versus leur profondeur, les types de déformations physiques qu'on peut avoir. Sur le terrain, on peut voir ces mêmes types-là, soit en compression, en tension ou en cisaillement, versus si on est dans des niveaux en subsurface, donc cassants, versus des niveaux en profondeur, donc ductiles ou élastiques, donc les types de déformations qu'on peut avoir. Ce diagramme résume très bien aussi justement tous les changements structuraux en fonction de la profondeur. Donc, en surface, les bris cassants, les failles, les fractures, plus qu'on descend avec les unités en subsurface de plis plus symétriques versus des plis qui vont devenir plus asymétriques et renversés, et en profondeur, plus tout ce qu'on appelle métamorphisme et phénomènes métamorphiques qui vont changer la roche structurellement, en physique et aussi chimique. Donc, les types de boudinage qu'on peut voir sur le terrain, quand on voit du boudinage, on peut comprendre qu'on n'est pas en surface, mais qu'on est plus dans des niveaux intermédiaires à plus profonds. Faille versus cisaillement, encore une question de profondeur. Est-ce qu'on est dans les niveaux en subsurface, intermédiaire, plus profond à très profond? Donc, les failles dans les niveaux supérieurs à intermédiaires versus les cisaillements dans les niveaux inférieurs à très profonds. Les types de déformations physiques qu'on peut justement retrouver, tout ce qu'on appelle de porphyroblastes, cisaillements, les plis, les dômes et tout ça, tout ce qu'on peut retrouver comme évidence sur le terrain à micro-échelle, à grande échelle, sont utilisés pour définir toute déformation structurale, et aussi les indicateurs cinématiques vont nous donner dans quel milieu de déformation qu'on est, soit en tension ou en compression. Si on se retrouve sur justement les axes de plis qu'on a vus auparavant, donc un anticlinal versus un synclinal, on peut voir les éléments à l'intérieur des lits, comment ceux-ci sont affectés par ces compressions ou ces étirements. Donc, on peut voir dans la partie axiale comment un élément qui est neutre ici, donc pas déformé, versus un élément déformé, dans quel sens ces éléments vont se faire étirer, compresser et déformer.
Sur le terrain, on peut voir le reflet de ces déformations-là le long des plis, des éléments le long des plis et dans les strates aussi. Donc, si on regarde sur le terrain, on peut voir ici dans la partie, la charnière, la partie la plus resserrée, les éléments qui se sont faits verticaliser et qui ne suivent plus la direction du pli. On passe maintenant à la partie de déformation chimique, donc les altérations géochimiques. C'est quoi exactement? C'est un changement qui a lieu par rapport à un solvant. Le solvant principal est l'eau. L'eau est l'agent le plus important d'altération géochimique, soit par dissolution ou lixiviation. La dissolution, c'est l'action de dissoudre ou être dissous, tandis que la lixiviation, c'est le processus de dissolution et d'élimination des constituants solubles. Exemple, comme on peut voir quand on voit dans des océans, l'eau qui coule et transporte des matériaux dissous va ajouter un agent de salinité dans les océans sous forme de sel. Donc, les processus, exemple d'altération, processus de tous les jours que tout le monde connaît quand on se fait un thé ou un café. L'eau chaude va verser dans la marque du café ou dans le sachet de thé, va dissoudre, donc va lessiver les composants. C'est le même principe dans les roches. Et ces composants solubles vont être altérés et vont devenir des composants insolubles. Donc, c'est les mêmes principes de base qu'on reconnaît dans les altérations dans les roches. Pour comprendre ces dégradations-là chimiques, donc, une fois qu'on a eu notre déformation physique, donc tout ce qu'on vient juste de voir, plissement, fracture et tout ça, tout ce qui est fluide, hydrothermaux, fluide, eau, ainsi de suite, va s'infiltrer le long de ces fractures, de ces zones de faiblesse-là, et va causer des zones qu'on appelle d'altération géochimique en bordure, donc la dégradation chimique. Ici, ce sont des processus de dégradation chimique qui ont lieu après un processus mécanique. Processus mécanique étant les déformations qu'on vient juste de voir, mais ces processus mécaniques peuvent être aussi causés par ce qu'on appelle des changements de température, froid, chaud, gel, dégel, et ainsi de suite. Les 4 principaux agents d'altération chimique, ce sont des réactions chimiques. Donc, on a l'hydrolyse, qui est la dégradation chimique d'un composé qui va réagir à l'eau. Et l'hydratation, qui est l'action de combiner de l'eau à une autre molécule. L'oxydation, qui est le processus de combiner des éléments avec des ions d'oxygène, donc qui va exposer ou subir à une surface d'oxydation. Et finalement, la carbonatation, qui est une saturation en dioxyde de carbone sous forme d'eau gazeuse. Donc, comme on avait vu la semaine passée, les notions de roche ou de minéral felsique, si on prend un exemple ici, le quartz, qui est le minéral principal des roches felsiques, c'est aussi le minéral qui est le plus résistant aux intempéries, donc le plus stable dans les environnements de surface, car il est dur, comme on avait vu la semaine passée, puis relativement insoluble à l'eau de surface. Donc, c'est l'élément qui se fait moins altéré. Versus si on prend des feldspaths, un minéral mafique commun qui est commun puis qui comprend souvent des éléments comme le sodium, le calcium, le potassium et le fer. Dans les bonnes conditions chimiques, ces éléments se dissolvent facilement dans l'eau, ils réagissent avec l'oxygène et vont former des minéraux plus stables dans les environnements de surface. Donc, les feldspaths, les micas et les minéraux silicatés mafiques vont finir par se décomposer pour former des minéraux argileux. Le fer, lui, ne se dissout pas, mais va s'hydrater ou s'oxyde. Devient essentiellement des minéraux bruns qu'on appelle limonite ou hématite. Exemple parfait de l'oxydation, ici, on peut le voir même dans un phénomène qui n'est pas rocheux, mais une vieille voiture. Donc, tout ce qui est ferreux
chimiquement, va se faire transformer. Les roches, c'est le même principe. Donc, la rouille est le principal minéral d'hydroxyde de fer est appelé limonite. Ici, on peut voir des exemples selon les types de minéraux, comme on avait vu dans la leçon 1, les types de minéraux de base, soit le quartz, les minéraux mafiques, les feldspathes, le gypse, calcite. Dans quel type de sédiments insolubles on les retrouve et quel type d'altération vont-elles subir. Ça, on va le reprendre plus en détail dans une prochaine leçon. Exemple ici, qu'est-ce qui va arriver comme type d'altération pour des granites? Des granites, on a vu que c'était des roches ignées felsiques. L'altération mécanique va diviser la roche en fragments. Donc, l'eau et les gaz vont modifier lentement et chimiquement les minéraux. Le quartz, lui, étant le plus résistant, va résister et va rester inchangé, mais va sûrement devenir un gravier, un sable ou un limon. Les feldspaths et les micas, eux, vont se décomposer pour devenir des argiles. Les minéraux mafiques, eux, vont se décomposer pour devenir des argiles, mais aussi vont laisser des résidus d'oxyde de fer, donc hématite et limonite. Et finalement, les composants solubles vont se dissoudre et vont être emportés par les eaux souterraines ou les eaux de surface et vont contribuer éventuellement au sel dans la mer. Exemple pour une roche ignée intermédiaire ou mafique, comme le basalte, qu'est-ce qui va arriver? Ces roches sont composées principalement de minéraux mafiques à grains fins et des feldspaths, donc vont se décomposer pour devenir des argiles. Les sédiments déposés le long des vallées, des cours d'eau, vont devenir des sédiments déposés au large des régions volcaniques qui sont généralement dominées par des boues, donc des résidus de fer, limon et argile. Les effets de conditions physiques. Donc, on voit ici, ça va jouer dans la grosseur des particules, les réactions d'oxydation versus réduction, les réactions de milieu acide versus de base, et aussi va jouer dans la couleur. Le meilleur exemple, c'est l'oxydation. Les facteurs qui vont influencer l'altération, la présence de liquide, de fluide, donc l'eau, la surface, la température, haute température versus faible température. Donc, haute température, ce sera les altérations chimiques les plus rapides. La composition des minéraux, les particules initiales des minéraux et le temps. On voit ici la même image comme le schéma que j'avais tantôt. Le long des fractures, on peut voir en bordure la déformation selon le passage des minéraux, des fluides le long ici et la décomposition et l'altération chimique de ces minéraux. Finalement, pour des formations chimiques, on va survoler un petit peu le métamorphisme. Donc, le processus métamorphique, c'est surtout relié à des textures de roches associées au métamorphique et c'est surtout suite à des processus où les roches sont enfouies à de plus grandes profondeurs dû au compactage et au mouvement des fluides autour de ces minéraux. Donc, c'est une question de pression et température. On va définir, il y a 5 faciès métamorphiques principaux selon leur pression et température. Donc, on a le schiste vert qui est répandu. Température, ce sont des basses températures, des pressions modérées, comme on peut voir ici. Le schiste bleu qui est des températures plus basses, mais des pressions modérées. Amphibolite, ce sont des plus hautes températures versus des pressions modérées. Les éclogites ici, des plus hautes températures et des plus hautes pressions. Et finalement, les granulites qui sont des plus hautes températures et des hautes pressions. Si on prend des exemples un à la fois, schiste vert, exemple ici, parfait d'un schiste vert, donc température de base et pression modérée. C'est des zones affectées par des conditions selon les minéraux qu'on peut retrouver. Schiste vert, on les retrouve beaucoup en Abitibi et
grosso modo, un peu partout dans le coin de la baie James et tout ça, surtout en Abitibi. Schiste bleu, température basse, onde pression. Amphibonite, onde température, pression modérée. Donc ici, on voit de l'apparition de minéraux qu'on retrouve surtout à des températures plus élevées. Éclogite, surtout dans des pressions, des milieux où la pression est plus élevée. Et finalement, les granulites, plus haute température, plus haute pression. Donc, une fois que le métamorphisme a été défini, on peut voir à l'intérieur de la roche comment le métamorphisme peut avoir déformé chimiquement l'unité principale selon les pressions sur la roche. Donc, on peut voir l'orientation des minéraux à l'intérieur va se faire réorienter suite au métamorphisme. Selon la pression associée et la température, la texture de la roche va changer, ce qu'on appelle une texture de foliation. Donc, on peut voir ici, dans une roche comme un shale, un slate, un schiste et un gneiss, en partant du protolithe vers un métamorphisme de bas niveau versus un métamorphisme de haut niveau, comment la foliation va changer de type de texture. Si on retourne aux exemples de roches, donc ici, la foliation, la texture qui a été changée dans la foliation ici, on peut voir des structures linéaires lamellaires qui montrent une orientation préférentielle. Donc, on voit ici l'alternance de couches ou de niveaux en minéraux allongés des amphiboles mafiques versus des minéraux argile et mica qui ont tendance à s'aligner parallèlement sous la pression. Ici, on a les crénulations, donc formées dans des roches métamorphiques qui ont subi 2 changements ou plus dans des directions de contraintes différentes. Donc, c'est des plissements dans la foliation. Le clivage de la roche, c'est la capacité d'une roche de se fendre le long d'une certaine surface qui est parallèle, qui est plus facilement le long d'autres surfaces. Donc, ici, ça serait un plan de litage, comme on peut voir ici. Et le clivage ardoisier. Donc, le clivage ardoisier, ça se forme par une réorientation et l'alignement de minéraux et d'argile, de mica dans les roches sédimentaires à grains fins par compactage. La schistosité, comme on peut voir ici, c'est un type de foliation rocheuse qui est caractérisé dans les schistes. Donc, encore une disposition parallèle des minéraux feuilletés à gros grains, donc les micas, biotite et muscovite, versus chlorite et tannique. Et finalement, la texture gneissique, donc foliation gneissique, c'est surtout observé où les minéraux sont à grains gros, grains grossis, et qui ont été séparés en bandes discontinues. Donc, chaque bande est dominée par un ou deux minéraux. Donc, ça fait une apparence rayée ou gneissique. Les migmatites, ici, on peut voir des bandes irrégulières de type de gneiss et de schiste à caractère igné par fusion partielle. Donc, c'est une question de comment la roche s'est fondue à plus haute température. Donc, ça contient de nombreuses petites bandes de roches ignées de couleur claire, coupant à travers des schistes ou des gneiss foliés plus foncés dans des directions variées. Les milonites, ce sont des roches à grains fins, typiquement rubanées, qui ont subi du broyage, du cisaillement ou du compactage de d'autres roches dans une zone de faille, zone de déformation physique élevée. Bréchique, on peut voir ici une roche qui est constituée de plusieurs fragments angulaires qui ont été cimentés dans une matrice plus fine. Donc, les fragments peuvent être millimétriques à quelques mètres. On va passer maintenant pour les vidéos. Did you know that rocks experience stress? While not the same kind of stress that you might experience on a bad day, the stress rocks are subjected to still has quite an impact. Stress causes rocks to deform, meaning the rocks change size or shape. There are different kinds of stress that rocks experience, and these determine how the rocks deform. Tensional stress is when rock is stretched apart.
This is similar to pulling on a string from both ends after the string has already been fully extended. Compressional stress is when rock is pressed together. Here, rocks are squeezed together like a car caught in the middle of a long pileup on the highway. Shear stress is when rock slips in a horizontal direction. With shear stress, the rock is being pulled in opposite directions, but on different ends. To understand this, try putting your palms together and then rubbing them back and forth. Now imagine that there's a rock in the middle, and you can see how one end goes forward while the other end gets pulled backward. As rocks are stressed, they go through stages of deformation. At first, the rock is strained enough that its shape or size may change, but the change is reversible. This is the first stage, called elastic deformation. Think of this elastic change like the elastic in your waistband. If you pull it and then let it go, the stretch is reversible because it can go back to its original shape. Rocks may also become so deformed that the change is not reversible, which we call ductile deformation. Ductile means that something can be changed into a new shape, but once this happens, it stays that way. This is like the copper wiring in your house. Copper is ductile, meaning you can stretch it into long, thin wires. However, once you've made this change, you can't unstretch it, and the same is true for rocks in this stage of deformation. Finally, if rocks are stressed enough, they fracture, which is when the change is irreversible and the rock breaks. If you fall down hard enough, you may fracture a bone in your body, and rocks experience the same thing when the stress is great enough. Some people handle stress better than others, and rocks are the same way. So, just like there are various types of rock stress, there are also different responses to the stress for different types of rock material. The ability of a rock to handle stress depends on its elasticity, or the flexibility of the rock. You might be surprised to learn that rocks are flexible. Under the right conditions, they can flow very slowly. This movement is similar to silly putty. Push on silly putty very hard and it feels like a solid, but pull it apart and it moves like a liquid. Rocks are not quite as fluid as silly putty, but sometimes they can act similarly. Do you remember from before that ductile materials like copper can be reshaped? The same is true for rocks. Ductile rock is rock that flows in response to stress. These rocks are more flexible than not. Things like clay and mica minerals are ductile materials, which you've experienced if you've ever played with clay to mold it into different shapes. Alternately, there is also brittle rock, which breaks or fractures in response to stress. This type of rock is less flexible and therefore cracks under pressure more easily than ductile rock. Examples of this type of material are quartz and feldspar minerals, which would break very easily if you drop them on the ground. The material of the rock is just one factor in how it deforms. Temperature also plays a role because at high temperatures, material can flow more easily, so it's more ductile. The opposite is true for low temperatures, so materials are more brittle and break more easily. Water is also important, and the less water present in a rock, the more brittle it is. Let's use clay as an example again. Wet clay is easy to mold and shape because it still has a lot of water in it. But when you bake it in the kiln, this removes the water and you can no longer change its shape without breaking it apart. Cement is the same way. When you add water, you can pour and shape the material almost any way you like. But as soon as it dries, you have to break it apart with a jackhammer to get it to change at all. We often think of rock as hard, brittle material. Throw a rock hard enough on the ground and it will likely break into pieces. But under the right conditions, rock can actually flow in a way that keeps it from breaking. When rock deforms in such a way that it bends instead of breaking, we call this a fold. Folds come from pressure on rocks that occur over very long periods of time, think millions of years. So instead of a quick action like throwing the rock on the ground, it's more like standing on it for millions of years until the pressure is finally enough that it changes shape. Folds are created in rock when they experience compressional stress. This is when the rock is being pushed inward from both sides. This is like if you put a spring between your hands and push them together.
As you push, you're compressing the spring, and rock can be compressed in the same way over long periods of time. There are different types of folds created by compressional stress depending on which way the rock bends. An anticline is a fold that arches up as both sides of the rock are pushed inward. You can remember that the anticline creates this type of fold because the arch looks like an A for anticline. A syncline is a fold that sinks down as both sides of the rock are pushed inward. You can remember that a syncline creates this type of fold because the fold sinks downward, which sounds like syncline. A monocline is a fold where the rock layers form an S shape as the sides of the rock are compressed. You can remember this type of fold because all the layers of rock are still horizontal, going in one direction instead of bending vertically upward or downward like anticlines and synclines. And since mono means one, monoclines are layers in only one direction. We also have domes, which are like anticlines, but instead of an arch, the fold is in a dome shape, like an inverted bowl. Similarly, there are also basins, which are like synclines, but again, instead of a sinking arch, the fold is in a shape of a bowl, sinking down into the ground. Not only do folds come in different shapes, but they also form at different angles. Symmetrical folds are folds with the same angle. This makes sense, since symmetry means the same on both sides. We can also have the reverse of symmetrical, which occur in asymmetrical folds, or folds with different angles. Isoclinal folds are similar to symmetrical folds, but these folds both have the same angle and are parallel to each other. Iso means the same, symmetrical, and cline means angle, so this name literally means same angle. So isoclinal folds are both symmetrical and aligned in a parallel fashion. Overturned folds occur when the folding is so intense that the fold appears to have turned over on itself. Similarly, we can have recumbent folds, which are even more extreme than overturned folds. These are folds that are nearly horizontal. Recumbent means lying down, so you could think of this fold as lying down sideways. Finally, we have chevron folds, which are folds in a zigzag pattern. The angles of the folds are shaped like chevrons, and instead of slowly curving, the edges are sharp and straight. You have probably noticed that no two rocks look exactly the same. Some look like they have been carved by a sculptor, some look like they have been painted red, and others have been hollowed out to form caves. One of the reasons rocks look so varied in their appearance is because they are subjected to chemical weathering, which is the process by which rocks are broken down by chemical reactions. In this lesson, you will learn about the different types of chemical weathering and how exposure to things such as water, oxygen, carbon dioxide, and acids can alter the minerals found in rocks. Now, we mentioned that chemical weathering is a way in which rocks get broken down. But it is important to emphasize that because there is an actual chemical change taking place, rocks are not just crumbled into smaller rocks. They are actually being chemically altered. In other words, after chemical weathering, we end up with a different substance than the one we started with. There are different types of chemical weathering. Let's start with a discussion of hydrolysis, which is the chemical breakdown of a substance when combined with water. You can recall this term by remembering that the prefix hydro means water and the suffix lysis means to break down. With chemical weathering of rock, we see a chemical reaction happening between the minerals found in the rock and rainwater. The most common example of hydrolysis is feldspar, which can be found in granite changing to clay. When it rains, water seeps down into the ground and comes in contact with granite rocks. The feldspar crystals within the granite react with the water and are chemically altered to form clay minerals, which weaken the rock. An easy way to remember hydrolysis is to think of it as the same process you go through each morning when you make a cup of coffee. When the water you add to your coffee maker heats up, it filters down through the coffee grains. The water chemically reacts with the coffee grains, giving you a chemically different substance called coffee. Another type of chemical weathering is oxidation. Oxidation is a reaction of a substance with oxygen. You are probably familiar with oxidation because it is the process that causes rust.
So just like your car turns to rust through oxidation, rocks can get rusty if they contain iron. You may have noticed that rusted metal on your car is somewhat fragile. You could even poke your finger through a rust patch if it's big enough. This is because when iron reacts with oxygen, it forms iron oxide, which is not very strong. So when a rock gets oxidized, it is weakened and crumbles easily, allowing the rock to break down. Iron oxide is a kind of brownish red in color, and this explains why some rocks look red. Carbonation is another type of chemical weathering. Carbonation is the mixing of water with carbon dioxide to make carbonic acid. This type of weathering is important in the formation of caves. Dissolved carbon dioxide in rainwater or in moist air forms carbonic acid, and this acid reacts with minerals in rocks. The mineral calcite, which is common in limestone, is particularly vulnerable to carbonation. This mineral dissolves in the carbonic acid and gets washed away. This can hollow out the rock and leave behind a cave. Another type of chemical weathering involves lichens. Lichens are a combination of fungi and algae and grow on rocks and produce acids that break down the minerals within the rocks. When water mixes with the lichens, they produce a weak acid. This is a very slow process because lichens are slow growing and the acid they produce is very weak. However, this is a common type of chemical weathering near rivers and streams. So we see that lichens break down rock by producing acid, and we see a similar phenomenon with acid rain. The EPA defines acid rain as rain that has been made acidic by certain pollutants in the air. When pollutants such as sulfur dioxide, carbon dioxide, and nitrogen oxide are produced by activities such as burning fossil fuels, these pollutants are put into the air where they mix with moisture. This process produces acids such as sulfuric acid, carbonic acid, and nitric acid, which falls to the ground as acid rain and chemically weathers rocks. Is there any questions after all this? Est-ce qu'il y a des questions après tout ça? Dans le chat, il n'y a pas eu de questions. On Okay. peut juste vérifier. Stop share. Ici? En dessous. Ah oui. Le rouge. Et, puis là, c'est remonte en haut pour la boîte de chat. En bas. Oups. Ouais, ici. On va voir s'il y a des questions qui vont se manifester. Sinon, c'est des gens qui veulent parler aussi. Vous êtes la bienvenue. Une autre présentation complète. Oui. Toutes les réponses sont adressées. C'est bon. Merci à tout le monde qui a été présent aujourd'hui. C'est vraiment apprécié. On se retrouve, nous, pour le jeudi 19 mars pour les levées cartographiques. Ça va être le début du deuxième bloc. Et encore une fois, un gros merci. Bonne semaine.